Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Nous sommes dans la commune de Makiso, à la mairie de la ville de Kisangani, en province de la Chopo, à presque 2 heures de la ville-province de Kinshasa. La capitale s'est délocalisée pour quelques jours ici, dans cette belle ville de Kisangani. J'espère, mesdames et messieurs de la presse, ceux qui sont arrivés de Kinshasa, vous avez eu l'occasion d'admirer le bout du fleuve qui apparaît sur la route de l'aéroport et de regarder ce que représente cette ville pour la République démocratique du Congo. C'est la ville symbole qui a été choisie pour abriter la deuxième célébration du Génocoste. Nous en parlerons pendant longtemps ici. C'est le génocide où nous nous souvenons à la fois des compatriotes qui sont morts, des survivants, mais aussi du pillage systématique que notre pays a connu depuis plusieurs années. Et les Boyomais se souviendront toujours de ces événements qui se sont passés en juin 2000, où deux armées se sont affrontées dans cette ville, la guerre du 6 jours. Et demain, il y a des cérémonies qui sont prévues, notamment au cimetière, mais aussi à cet endroit même où on se trouve pour marquer cette célébration. Le président de la République devrait être des nôtres, mais vous avez lu hier le communiqué qui est sorti de son cabinet, mais le président de la République suit de près tout ce qui se passe ici. Je rappelle que cet après-midi, la première ministre chef du gouvernement qui va représenter le président de la République à l'occasion de cette célébration du Génocoste est arrivée avec, je pense, la plus grande des délégations depuis qu'elle est à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. 14 ministres, 2 vice-ministres, pour être sûr qu'avec nos compatriotes de Kisangani, mais aussi de toute la province de la Chopo, de toute la République démocratique du Congo, demain, nous serons en communion autour de cet événement. Et les mêmes événements, et dans tout le pays, il y aura des cultes, des messes qui seront organisées, les drapeaux seront en berne. Nous voulons toute cette symbolique parce que nous ne voulons plus jamais que ce type d'événement ne se reproduise en République démocratique du Congo. Et donc, à l'exercice de ce soir, nous allons consacrer l'essentiel de notre temps à parler de ce qui est prévu, parce que vous savez, sous la houlette du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons marqué des pas des géants, notamment en ce qui concerne la réparation de victimes. Il existe le FONAREF qui a été créé par une loi. Nous avons donc ce soir la possibilité d'aller un peu plus en profondeur dans la découverte de cet établissement public qui travaille au quotidien pour le suivi de toutes les populations congolaises qui ont été particulièrement meurtries et victimes de tous les affres que nous avons connus. Et donc ce soir, j'ai le privilège d'avoir à ma droite ma collègue de droits humains, maître Yvette Chambou. Bonsoir. Bonsoir. C'est la ministre des Droits humains, c'est elle donc qui est le chapeau du gouvernement en termes d'organisation de tous ces événements liés à la célébration de ces Génocostes. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Kevin, qui est directeur général à l'intérim de l'établissement public qu'on appelle FONAREF. Donc Kevin Nunga, qui sera ici pour nous édifier notamment sur comment le FONAREF fonctionne, comment ils interviennent, et peut-être qu'il va nous donner aussi une idée du nombre des compatriotes qui sont concernés par ces processus de réparation. Madame la ministre et chers collègues, merci de vous joindre à cet exercice. Je sais que vous avez eu ces derniers jours un agenda très chargé, mais merci de trouver ce moment où nous allons nous entretenir avec les compatriotes, les Congolais qui sont ici à Kisangani, mais aussi dans toute la République démocratique du Congo. Le premier point peut-être qui va servir de vos mots introductifs, mais pourquoi célèbre-t-on la date du 2 août? Pourquoi le gouvernement, autour du président de la République, s'est-il autant mobilisé pour cette célébration? Merci beaucoup pour la question. À chaque fois quand je dois parler des Génocoste, j'ai de l'amertume, j'ai mal, je suis très triste. Vous savez, la vie est sacrée, chers compatriotes. La vie est sacrée et nul n'a le droit de ôter la vie à un autre. La vie est sacrée. Chaque vie humaine a une valeur et une dignité intrinsèque qui mérite respect et protection. C'est pour cela que le chef de l'État
a institué le 2 août de chaque année. Nous commémorons le génocide congolais lié à des gains économiques. C'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui Génocost. Conformément à la disposition de l'article 28 de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022. Cette loi fixe les principes relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'homme. Génocost est ce cri de ralliement pour mobiliser tous les Congolais à la cause nationale face à toutes les violences, au massacre, au déplacement des milliers de compatriotes errants ça et là, au gré des balles qui crépitent à la longueur des journées, sans ressources, ayant perdu leur terre, sans espoir de les récupérer ou de retrouver un jour, mais c'est avec l'espoir de garder l'assurance, le retour à la paix et à l'intégrité territoriale tant prônée par le chef de l'État. Nous avons un problème, nous devons nous mobiliser. Il y a aujourd'hui 12 millions, demain ça pourrait être nous. Nous devons nous mobiliser derrière nos forces armées. Nous devons donner confiance à nos forces armées pour qu'ils puissent aller de l'avant, avoir la force et le courage de nous défendre comme des vaillants. Parce qu'ils travaillent jour et nuit et vous savez dans quelles conditions. Voilà, merci beaucoup Madame la ministre des Droits humains pour vos mots introductifs. Vous avez parlé du cri de ralliement pour mobiliser les Congolais. C'est bien de ça qu'il s'agit dans la compréhension des enjeux, y compris de l'agression injuste que nous continuons de subir et qui crée encore beaucoup de victimes. Alors je vais me tourner du côté de M. Kevin Gunga. Vous êtes directeur général, vous dirigez donc le FONAREV qui est le Fonds national de réparation de victimes de violences. Peut-être, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? S'il faut commencer par le B.A.B.A. FONAREV, pourquoi FONAREV et comment vous opérez? Alors, pourquoi FONAREV? Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Pourquoi FONAREV? Parce que c'est une nécessité pour notre nation et une nécessité aussi pour les victimes. Parce que, comme vous le savez, notre pays est en proie à des conflits incessants depuis plus de 30 ans. Et c'est plus de 30 ans que ça dure, c'est plus de 30 ans que nos frères et nos sœurs sont tués, que nos mères et nos pères également sont victimes d'agressions innommables. Et il était temps de penser ces blessures, il était temps également de guérir ces plaies. Alors, le FONAREV a été mis en place par la volonté politique, justement, dirais-je, du chef de l'État et un plaidoyer considérable de la distinguée Première Dame. Il s'agit d'un établissement public parce que beaucoup confondent le FONAREV à une association, à une ONG, mais je dirais que c'est un établissement public qui a été institué par la loi, que a cité l'excellence Madame la ministre des Droits humains, donc la loi du 26 décembre 2022, qui lui offre trois grandes missions. La première mission, c'est d'identifier les victimes. La deuxième mission, c'est de les aider à avoir accès à la justice. Et la troisième mission, c'est de leur octroyer des réparations. Pourquoi identifier les victimes? Parce qu'aujourd'hui, on parle de 10 millions de victimes, il y a plusieurs rapports qui sortent, il y a énormément de chiffres qui sortent un peu partout en mode disparate. Mais l'idée, c'était d'avoir une base de données claire, solide et fiable de l'État congolais. C'est la raison pour laquelle il faut procéder à cette identification. Donc pour ce faire, il faut un établissement public, donc un instrument de l'État pour y parvenir. La deuxième chose, comme je disais, la raison, c'est aider les victimes à avoir accès à la justice. Pourquoi? Parce qu'en temps de conflit, il est très compliqué lorsque vous êtes dans une situation de chaos total. Je ne pense pas que la première chose qui vous arrive en tête, c'est d'aller voir un juge, parce que déjà le juge lui-même, parfois il a pris la fuite. Et aussi parce qu'en temps de conflit, ou même après le conflit, classiquement,
c'est qu'on sait que le processus judiciaire est souvent onéreux et parfois complexe. Donc ce qui fait que les victimes ont du mal, surtout sur des questions de violence sexuelle, à aller voir un juge. Donc c'est la raison pour laquelle il faut aider ces victimes à accéder à la justice. L'accès à la justice suppose également deux choses, c'est-à-dire permettre aux victimes de pouvoir, je vais le dire en termes beaucoup plus simplistes, porter plainte, aller, s'ils ont connaissance ou elles ont connaissance de leur bourreau, aller voir un juge, dire simplement au juge, voilà, il m'est arrivé ce qu'il m'est arrivé, j'ai besoin que ce monsieur qui a commis ce forfait aille en prison. La deuxième chose, c'est que nous avons des victimes qui ont quand même pu aller en justice et qui ont des décisions de justice qui condamnent l'auteur à leur octroyer des dommages et intérêts, à leur verser des dommages et intérêts en termes d'indemnité, mais seulement on se retrouve face à une insolvabilité de l'auteur. Donc ce qui fait que la victime a sa décision de justice, mais est en incapacité de pouvoir les recouvrer. Et donc l'accès à la justice permet également à la victime de bénéficier d'une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts qu'on a versés à la victime par le juge. Et la troisième chose, je disais, c'est la réparation. Et la réparation, j'aimerais préciser que ce n'est pas que de l'indemnisation. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup, quand on parle de la réparation, résument la réparation à de l'argent, c'est-à-dire à une indemnisation financière, on évalue le préjudice et par là on donne de l'argent à la victime. Ce n'est pas seulement ça. La réparation, qui veut dire la réparation intégrale, suppose déjà une restitution. La restitution est une mesure qui permet à la victime de se retrouver dans la situation initiale avant la commission du crime. C'est-à-dire que si j'habitais, je vais vraiment être simple dans l'explication, si j'habitais une maison, ma maison, avant la commission du crime, donc avant les conflits, et que au moment du conflit, je sois obligé de quitter ma maison et de me déplacer et que ma maison est détruite, la restitution suppose que l'on doit, dans une certaine mesure, me redonner un toit. La restitution suppose également, si j'ai perdu un emploi, que le FONAREV ou l'institution qui est mise en place m'aide à retrouver un emploi. Donc vous comprenez que c'est un travail colossal. Ça c'est la restitution, la première mesure. Mais je réalise que vous êtes déjà en plein dans le sujet. Oui. Je crois que nous allons y revenir, mais Okay, très rapidement. Tout à l'heure, quand nous discutions, la ministre des Droits humains qui chapeaute un peu le FONAREV m'a dit que c'est à vous qu'a été confiée la responsabilité de l'organisation. Je vois que le gouverneur de la province de la Chopo va nous rejoindre tout à l'heure. Il pourra nous dire quelques mots. Mais qu'est-ce qui est prévu demain? Alors, qu'est-ce qui est prévu? J'aimerais également souligner que la commémoration ou la journée nationale, ou l'institution d'une journée nationale d'hommage aux victimes est une forme de réparation aussi, parce que ça rentre dans le cadre des mesures de satisfaction. Qu'est-ce qu'on essaye de réparer? On essaye de réparer la mémoire collective, parce que notre mémoire a été complètement blessée, et l'idée, c'est d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu, en tout cas pour la journée de demain, selon les instructions qui avaient été données par le chef de l'État, une commémoration nationale. Parce que j'aimerais souligner que ce n'est pas une journée du FONAREV. Le FONAREV n'est qu'un instrument pour pouvoir organiser techniquement cette journée. Mais c'est une journée de tous les Congolais. Parce que ce qui nous arrive touche toute la population, tout le Congo, donc nous devons nous sentir concernés. Mais seulement pour aller de manière assez organisée, c'est à Kisangani où nous sommes que se déroulera la commémoration officielle, c'est-à-dire où le chef de l'État représenté par Madame la Première ministre fera son mot. Nous allons commencer, la journée va débuter, si vous le permettez, Monsieur le ministre, par un recueillement au niveau du cimetière de la guerre des 6 jours, par un recueillement, parce que c'est important. Je parlais d'honorer la mémoire de nos morts, et c'est un lieu où l'on peut mieux le faire, en tout cas. Et la deuxième étape de la journée, c'est la cérémonie officielle à proprement parler. Ici, nous sommes à la place de la mairie, donc c'est ici que cela va se dérouler, avec le discours des autorités, des officiels, mais surtout, et ça faut le souligner, le témoignage des victimes, parce que c'est leur journée en réalité. Okay. C'est leur journée, donc elles doivent témoigner, elles doivent s'exprimer. C'est aussi, comme je le disais, une forme de satisfaction, de raconter les faits, de dire ce qui s'est réellement passé. Pourquoi? Pour ne pas que des individus mal intentionnés, très souvent nos ennemis, arrivent à nier ce qui s'est passé.
et qui, mieux que les victimes, puissent raconter ce qui leur est réellement passé. Voilà, on aura le temps de revenir. Peut-être, Madame la ministre des Droits humains, je disais tout à l'heure en atterrissant à l'aéroport de Bangoka, que Kinshasa, c'est des places que la capitale, c'est des places ici demain. Et donc demain, beaucoup des officiels, notamment les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, sont aussi invités pour la cérémonie. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Demain matin déjà, nous allons envoyer les protocoles pour aller chercher nos partenaires internationaux. À l'occurrence, c'est les ambassadeurs et les bureaux conjoints des droits de l'homme et tout autre. Voilà, donc ce sera un événement en couleur. Nous avons été rejoints tout à l'heure par M. Paulin Lendongolia Lebabonga, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. C'est le gouverneur de la Chopo. Je voudrais vous inviter à prendre la parole quelques minutes de ce côté-là pour nous dire un peu comment les Boyomais vivent la célébration de cet événement, comment le Boyomais accueille d'abord la première ministre Judith Suminwa et tous les membres du gouvernement dans le cadre de cette célébration. Je peux lui laisser la place? Oh, il va intervenir là-bas. Alors un technicien peut-être pour fixer le micro pour le gouvernement. Allez, voilà. Merci beaucoup. Ça passe? Voilà. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Excellence, Madame la ministre des Droits humains. Permettez-moi de vous souhaiter un très bon séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, et donc la plus vaste province du pays. Et la ville martyre, mais aujourd'hui ville d'espoir. Je pense que la population boyomaise est dans la joie d'avoir accueilli aujourd'hui Madame la Première ministre. Toute la province aujourd'hui ne se sent plus abandonnée. Nous sommes totalement dans la joie. On a une particularité sur tout ce qui s'est passé et continue de se passer dans notre pays. La ville de Kisangani est l'unique pays où les deux armées étrangères se sont affrontées à pleine centre-ville et ils ont causé beaucoup de dégâts. L'histoire que nous ne pouvons pas oublier. Et l'événement ici vient de nous rappeler encore tout ce qui s'était passé dans la ville de Kisangani. Je pense que cette histoire doit être gravée dans les têtes de nos enfants. En tout cas, nous sommes confortés par votre présence ici. Nous voyons tout Kinshasa ici venir commémorer la journée de demain. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes dans la joie. Merci. Alors, est-ce que la population de Kisangani est suffisamment, j'allais dire, mobilisée pour cette célébration? Si, nous sommes tous mobilisés. L'exemple, c'est que vous avez vu vous-même aujourd'hui à l'aéroport. Nous sommes partis accueillir la Première ministre. Et demain, vous allez voir que nous serons tous là. Toute la population est active pour accueillir l'événement. Voilà, merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Vous avez parlé de ville martyre, mais aussi ville d'espoir. Je retiens parce que c'est la note d'espoir qui nous amène ici. La question, ce n'est pas seulement de célébrer, mais c'est de nous assurer aussi que nous faisons suffisamment de ce qui est de notre pouvoir pour que cela ne se répète plus. Monsieur le gouverneur, vous pourrez vous rasseoir. Peut-être que pour l'une ou l'autre question, nous vous reviendrons. Nous aurons surtout une bonne activité avec vous demain parce qu'il y a une autre activité qui partira de Kisangani, mais vous en connaîtrez les détails demain. Alors, on va ouvrir, je vous en prie, monsieur le gouverneur, on va prendre quelques questions pour nous permettre d'apporter un peu plus d'éléments d'éclairage avec notamment M. Kevin Lunga du FONAREF et surtout ma collègue de droits humains. On va commencer par M. Faustin Lignakula qui est journaliste de Kisangani. Vous prendrez peut-être le soin de dire le nom du média pour lequel vous travaillez. Les micros est de l'autre côté, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir.
Je suis Faustin Lignekula Mukonkole, journaliste à la radio, télévision Ebenezer. Monsieur le Basé ministre... à Kisangani. Oui, à Kisangani. Merci. Un média communautaire. Merci. Monsieur le ministre, nous, la radio-télévision Ebenezer, voulons justement savoir comment le gouvernement central envisage faire impliquer la population, bien sûr, pour une appropriation des Kisangani au Génécoste. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Je crois que c'est l'essence même de la présence du gouverneur. Tout à l'heure, il a dit que la population était pleinement mobilisée, non pas seulement pour accueillir la première ministre qui représente le président de la République, mais aussi surtout pour célébrer ces moments, parce qu'il a mentionné qu'à la différence des autres parties du territoire qui ont connu les souffrances de la guerre, mais ici à Kisangani, deux armées étrangères se sont affrontées. Et donc, l'exercice de demain ne consistera pas seulement à aller par exemple au cimetière ou à écouter des discours, mais c'est un exercice qui permet de rappeler aussi les événements. Tout à l'heure, les directeurs du FONAREF parlaient de ces victimes qui vont témoigner pour que personne n'oublie. Parce que tout ce que nous faisons là, nous le faisons contre l'oubli. Nous faisons un travail de mémoire. Et vous voyez par exemple que pour ce qui concerne Kisangani spécifiquement, nous avions entamé une procédure en justice contre l'Ouganda qui a permis aujourd'hui de dégager des ressources. Il y a une structure qui a été donnée et c'est cette structure qui doit s'assurer que les populations ou les communes ou les zones qui ont été touchées puissent être réparées. La réparation qui a été faite n'est pas à la hauteur du préjudice qui a été causé, mais c'est illustratif justement de la volonté politique qu'il y a d'aller de l'avant. Et donc nous, on va compter sur vous, notamment des médias, pour expliquer la symbolique. Au-delà simplement de la célébration de la journée de demain, mais aussi rappeler l'histoire et nous assurer que à Kisangani, à Boyoma, tout le monde a compris pourquoi nous devons tous aujourd'hui, par exemple, être derrière le président de la République, mais aussi derrière notre armée pour nous assurer que nous assurons la défense de notre territoire national. Voilà. Merci. On va prendre la question de M. Pichu Mulumba. On va alterner avec la presse basée ici à Kisangani. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Je suis Pichu Mulumba pour les comptes du journal Info 27, un quotidien paraissant à Kinshasa. Monsieur le ministre, j'ai bien pris note du contexte et du cadre de la célébration du 2 août ainsi que du cri des ralliements prononcé par la ministre des Droits humains. Mais Kisangani est aujourd'hui au centre de tous les regards, vous l'avez dit par vos mots, mais quel message fort la République démocratique du Congo souhaite-t-elle communiquer à l'échiquier international à travers Génocoste et qu'est-ce que les victimes peuvent-elles espérer dans cette situation? Écoutez, le message fort, les discours seront lus demain. Ici, nous voulons donner une entrée, j'allais dire, permettez cette expression, dans la matière. Mais le message principal, c'est plus jamais ça, plus jamais seul. Je crois que les slogans du Génocoste sont bien connus. Il faut rappeler, peut-être que je demanderai à M. Kevin de revenir dessus, sur la signification même du Génocoste. Génocide, pour des intérêts économiques, on en a tué, on a commis des crimes de différents types. Peut-être qu'un petit commentaire de Madame la ministre des Droits humains à ces sujets avant que nous prenions le commentaire de M. Kevin. Donc, Génocoste, comme mon collègue vient de le dire, c'est le génocide lié à des gains économiques. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait il y a longtemps, ça s'est fait. Nous sommes en train d'être tués au jour du jour. Nous devons sensibiliser, mobiliser partout, à l'interne et à l'international, montrer, informer partout que nous sommes en train d'être tués tous les jours pour amener les autres à notre cause. Parce qu'il y a des endroits où, quand il y a des réunions de haut niveau, on nous dit que votre cause n'est pas connue. Nous savons très bien que c'est de l'hypocrisie, mais nous vous demandons, vous et nous, allons de l'avant, crions partout pour qu'on ne dise pas que votre cause n'est pas connue. Et donc voilà, M. Kevin, quel peut être votre complément à cette question qui est essentielle? Oui, tout à fait. Vous savez,
chacun d'entre nous ici présents a un téléphone portable. C'est un objet indispensable, mais vous savez que ce téléphone portable, pour être fabriqué, pour être conçu, on a besoin de la matière première qui se trouve sur notre sous-sol. Et pour pouvoir l'acquérir, vous connaissez tout ce qui se passe. Donc on tue, on viole et j'en passe. Ce qui fait qu'il y a des rapports qui ont détaillé tout ce qui s'est passé dans ce pays et qui ont conclu justement qu'il y a un génocide. Bien que le monde ou l'humanité refuse de le croire ou de l'accepter, mais nous en RDC, nous l'acceptons, en tout cas nous reconnaissons que ce qui s'est passé dans notre pays, comme nous l'a rappelé le ministre, ne doit plus continuer, d'où le slogan « plus jamais ça ». Donc génocos, c'est géno, qui veut dire génocide, et cost, simplement coût, pour exprimer en tout cas la nature économique du génocide, ou bien de la somme des génocides, parce qu'en réalité quand on parle du génocide congolais, c'est une somme des génocides pour des gains économiques, parce que quand nous consultons l'histoire, nous pouvons considérer que même bien avant l'indépendance de notre pays, il y a eu des massacres qu'on peut considérer comme étant des génocides. Voilà ce que je peux dire. Voilà, mais il y a d'autres crimes qui ont été commis ici dans ce cadre. Et ici, donc, le travail, comme nous ne cessons de le dire, parce que malheureusement, nous sommes encore dans une situation de guerre, et cette guerre, nous l'appréhendons sur 5 fronts. Et donc, il y a le front diplomatique, il y a le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique, le front économique et le front judiciaire. Nous nous assurons, par exemple, vous voyez, lorsqu'il parle des téléphones portables, vous suivez l'action que nous avons engagée contre Apple, par exemple, qui est les fabricants des iPhones que nous utilisons tous, pour être sûr que la traçabilité est totalement assurée, parce que nous avons des éléments qui nous font dire que dans les téléphones qui sont utilisés, Apple s'approvisionne au mauvais endroit. Et donc c'est une procédure qui a commencé, qui touche à la fois le front médiatique, le front économique et le front judiciaire. Et donc ici pour nous, au-delà du travail de réparation qui est en cours avec le FONAREF, parce qu'il faut rappeler ici que c'est pour la première fois que nous avons une structure qui est pleinement installée, qui opère au quotidien. Peut-être que le directeur général reviendra sur comment ils opèrent, comment ils travaillent avec les victimes, qui nous permet aujourd'hui de donner une réponse. Parce que le plus souvent, c'est de dire à la communauté internationale ou les partenaires, non. D'abord, ici, nous avons une réponse que nous donnons pour toutes les personnes qui ont été victimes. C'est pour ça que dans cette célébration, il y a une symbolique en termes de compréhension des enjeux, mais surtout en termes d'engagement. Je reviens encore sur ce que le gouverneur a dit, Kisangani, ville d'espoir, et c'est cet espoir qui doit nous faire vivre tous pour mieux regarder l'avenir. On va prendre la question de M. Joseph Kaungu. Merci de la parole accordée. Joseph Kaungu, correspondant de RFI à Kisangani. Ma première question, je l'adresse au directeur général de FONAREV. Le Génocost, une initiative citoyenne à la base, aujourd'hui organisée officiellement depuis l'année passée par le gouvernement congolais. Et une partie de la société civile s'est dit être écartée de l'organisation et organisera demain au rond-point du Canot une manifestation Génocost bis. Ma question c'est pourquoi FONAREV n'a pas su, en cette deuxième commémoration officielle, réunir tout le monde. Ma deuxième question, chaque semaine qui passe dans la périphérie de la commune de Lubunga, ici à Kisangani, on découvre des squelettes de corps sans vie, dus notamment au conflit communautaire Mbole et Lengola, un conflit qui serait occasionné par la vente d'une concession agricole à l'entreprise Cap Congo. Alors, dans la périphérie de cette commune. Alors, que prône le gouvernement pour le retour des populations dans leur milieu d'habitation? Troisième question, si vous permettez. Dans la dernière. De Chopo, dans le territoire de Bafouassende, un général autoproclamé, il sème la terreur. Et des déplacements de population sont signalés. Que fait le gouvernement pour le retour de la population dans ce territoire de la Chopo? Quatrième, dernière petite question, permettez, comment se porte aujourd'hui le président de la République, Félix Tshisekedi? Je commence par la dernière, le président se porte bien. On a parlé hier
du suivi médical. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions, mais vous savez, le président de la République est dans une dynamique de communion parfaite avec les Congolais et de transparence. Et d'ailleurs, Kisangani sera béni de le recevoir parce que c'est ce qu'il a annoncé dès son retour à Kinshasa. Et donc, sur les autres aspects de votre question, je veux commencer et je souhaiterais que nous puissions rester sur le sujet. Peut-être que je me référerai au gouverneur pour donner d'autres détails. Alors, vous avez parlé du conflit ici. Je crois que tous les vendredis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous fait le point de l'évolution du conflit. Et d'ailleurs, je crois qu'à ces sujets, ma collègue pourra me compléter parce qu'il est prévu, justement, je pense, dans ce cadre, une visite pour ceux qui sont victimes. Le gouverneur qui nous a rejoint un peu après les débuts de ces briefings était justement dans une réunion de sécurité avec la première ministre parce qu'elle tenait aussi à avoir toutes les informations et tous les détails sur comment nous gérons ces conflits communautaires et comment on apporte des réponses durables à ces victimes. C'est dans les mains d'or d'ailleurs la question du territoire de Bafoussende. Peut-être qu'alors je vais demander au gouverneur de nous donner spécifiquement sur la question que vous avez posée du conflit communautaire et sur la question de Bafoussende de prendre la parole pour nous édifier sur les sujets. Ensuite, nous reviendrons sur le sujet avec la question pour M. Kevin. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments d'éclairage à propos, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'ai bien suivi les questions de notre frère ici. Il a parlé de la situation d'un conflit foncier à Lubunga. Certainement, il y a eu des atrocités à Lubunga, mais actuellement, les choses semblent se calmer. Nous nous sommes investis, on a quand même retrouvé la calmie un peu précaire. On vient tout de suite dans une réunion de sécurité et je pense que les dispositions sont en train d'être prises pour la réinsertion et la réinstallation des déplacés qu'on a connus, parce qu'on avait connu plus de 100 000 déplacés, mais il y a ceux-là qui ont essayé de regagner leur domicile, mais jusque-là, il y a encore d'autres où nous devons prendre des dispositions. Je m'excuse. Pour la situation de Bafoussende, ce sont des situations un peu complexes et sécuritaires. Je pense qu'il y a des dispositions que l'armée est en train de mettre en place, mais jusque-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose, mais certainement, il n'y a pas les M23. Contrairement à ce qui s'est dit partout, il n'y a pas les M23 dans la Tchopo. Il y avait des partis antagonistes, des groupes rebelles qu'on a depuis un certain moment. Ce sont des natifs aussi de la province qui se battent là-bas pour des causes économiques, comme nous disons toujours, pour les gisements miniers et autres. Mais je pense que les dispositions sont en train d'être prises avec l'armée pour calmer la situation. Mais certainement, il y a eu quelques déplacés et pour ça aussi, nous prenons en charge. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Gouverneur pour ces éléments d'éclairage. Peut-être que vous ne pouvez pas aller dans beaucoup de détails parce qu'il y a encore des questions qui relèvent du niveau stratégique. Je vais vous demander de vous rasseoir. Alors, Madame la ministre des Droits humains, tout à l'heure, lorsque nous discutions, il est prévu justement que le gouvernement puisse intervenir pour la situation des victimes de ces conflits intercommunautaires qu'on a connus. Ah, vous aviez un élément, le gouverneur avait un élément à compléter. Bon, tout simplement, je voudrais vous présenter mes excuses parce que je suis tiré presque. Oui, c'est normal, effectivement. Et donc, Madame la Première ministre m'attend aussi. Je suis venu juste pour quand même rehausser. Vous souhaitez la bienvenue dans la Tchopo. Merci, Monsieur le Gouverneur. Nous aurons l'occasion de vous retrouver sûrement demain parce que lorsque la Première ministre vient, et je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a une giga-délégation de 16 membres du gouvernement, notamment le vice-ministre, la ministre de la Défense qui séjourne ici depuis plusieurs jours. C'est pour mettre en lumière toute la situation de Kisangani et de la province de la Tchopo et y apporter des réponses. Oui, Madame la ministre, au sujet spécifiquement du conflit intercommunautaire, qu'est-ce que vous avez prévu? En fait, hier, j'étais allé visiter les sites où résident les déplacés internes.
Et j'ai essayé de parler avec eux pour trouver une solution. Parce que vous savez, comme il y a un frère qui a posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous? Pourquoi vous faites sans nous? Donc il a été important que je puisse aller comprendre d'abord les conflits qui rongent les communautés et ensemble j'irai encore là-bas samedi pour trouver une solution d'ensemble. Mais ce que nous avons convenu pour la première fois, c'est de restaurer leur dignité, les mettre dans des conditions acceptables, en leur donnant des denrées alimentaires, apporter les soins de santé, ils n'ont pas d'eau et aussi des vêtements. Voilà, merci beaucoup Madame la ministre des Droits humains. Alors on va revenir sur le vif de notre sujet avec Monsieur le directeur du FONAREF. Vous avez suivi la question de Joseph tout à l'heure. Et quelle est la réponse? C'est une question fondamentale parce que, comme il le dit, c'est une journée nationale, donc ça concerne tous les Congolais. Alors, ce que je peux dire par cette question, pour y répondre, c'est que le FONAREF travaille avec un écosystème, ce que nous appelons un écosystème, composé par des structures associatives, c'est-à-dire des associations des victimes, donc composées spécifiquement des victimes, et les associations d'aide aux victimes, avec qui nous planifions les actions que nous menons. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai été dans une activité avec justement les associations des victimes et les associations d'aide aux victimes pour planifier l'organisation même de cette journée. Donc, les mouvements associatifs sont bien évidemment associés dans cette célébration. Parce que loin de nous l'idée de nous isoler, on y perdra plus qu'autre chose. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Donc la porte n'est pas fermée aux associations et n'a jamais été fermée d'ailleurs. De toute évidence, c'est un événement national qui sera célébré dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Il y a des cultes qui sont organisés et je pense que c'est aussi une forme d'appropriation que des organisations de la société civile pensent qu'ils peuvent organiser à leur manière. Mais de toute évidence, que ce soit au niveau du ministère des Droits humains ou du FONAREF, il y a une disponibilité à échanger avec des compatriotes à propos. On va prendre la question de M. Pompon Béyoc, puis ce sera à Mme Rachel Kitita. Ok, je suis Pompon Béokobana, journaliste et correspondant du média en ligne électionnet.com. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Kisangani. Merci. Ok, la première question, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que la RDC fait exactement pour que le génocide que nous commémorons aujourd'hui soit reconnu au niveau international? Parce que nous reconnaissons ces génocides ici, mais ailleurs ce n'est pas reconnu. Alors que nous comptons déjà des millions de morts, curieusement, ce génocide n'est pas reconnu au niveau international. La deuxième question, je lis ça sur un commentaire sur votre Twitter, monsieur le ministre. Nous commémorons des morts aujourd'hui, mais qu'est-ce que la RDC fait exactement pour préserver? Vous dites, s'il vous plaît? Je dis que nous commémorons le mort aujourd'hui à travers le Génocoste. Mais qu'est-ce que la RDC fait exactement pour préserver des vies qui sont encore là sur place? Parce que nous sentons, plus on avance avec ces conflits, plus il y a une exaspération de la violence à l'est de la RDC, et plus nous continuons à compter des morts. Qu'est-ce que la RDC fait exactement? Mais également, monsieur le DGAI du FONARED, par rapport aux 3 grandes missions du FONARED, où en sommes-nous par rapport aux victimes de la province de la Chopo? Est-ce qu'ils sont identifiés? Est-ce qu'ils sont pris en charge ou accompagnés au niveau de la justice? Est-ce qu'il y a eu déjà réparation? Mais alors, vous posez cette question, convenons-nous, s'il vous plaît. Ce sont des sous-questions. Permettez, monsieur le ministre, puisque vous n'arrivez pas souvent dans la province de la Chopo, moi, je meurs d'envie pour le confort qui sont ici sur place. Ils savent que je meurs d'envie un jour de vous rencontrer. Et je me disais que le jour où je vais vous rencontrer, je vais déballer toutes les questions. Vu que nous sommes Mais nous sommes encore ici. Demain, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura une initiative spéciale qui partira de Kisangani. J'espère que vous serez là. Et je pense que samedi, nous serons aussi en face des étudiants à l'université. Nous prendrons le temps et nous aurons sûrement l'occasion de discuter de ces questions-là. Merci. Ok. Alors, je voudrais, avant de répondre, s'il vous plaît, restez, avant de répondre à votre question,
Lorsque nous préparions ces briefings avec M. Kevin, il a insisté sur le fait que les génocauses, ce n'est pas seulement les morts. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme ça? Ce sera la réponse à la question de M. Béa. Alors, lorsque nous lisons la loi, parce que c'est une journée qui a été instituée par la loi parle de la journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Donc, ce n'est pas seulement une journée dédiée aux morts, parce que toutes les victimes ne sont pas mortes. Il y a des victimes qui sont vivantes. Donc on parle d'ailleurs même des survivants. Mais j'aimerais également rajouter que l'alinéa 2 de cette disposition dit également que cette journée rend également hommage aux personnes qui ont porté secours et assistance aux victimes. Donc on parlait tantôt des associations d'aide aux victimes. Donc vous voyez que cette journée les concerne aussi. Et nous avons conscience de cela. Et je peux... permettez-moi d'embrayer également sur cette question. Qu'est-ce que nous avons fait pour les victimes de la Chopo? Alors, toujours dans la même disposition de l'article 28, le troisième alinéa indique que l'État crée des sites à vocation mémorielle et commémorative. Et c'est ce que nous avons fait, d'ailleurs, pour la petite, je ne veux pas dire la petite histoire, mais pour préciser, c'est que le site que nous avons aménagé dans le cimetière des 6 jours, nous l'avons construit en 6 jours. Voilà. Voilà. Alors, vous avez posé une question pertinente. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces génocides puissent être reconnus, mais aussi, surtout, qu'est-ce que nous faisons pour préserver de vies? Dans le premier volet de votre question, j'ai commencé à y répondre tout à l'heure, lorsque je parle du front judiciaire. Et dans ces fronts judiciaires aujourd'hui, nous avons des actions à tous les niveaux. Cour pénale internationale, Cour internationale de justice, Cour africaine des droits de l'homme, et à tous les niveaux. Il y a un comité qui travaille sous la supervision du professeur Yvon Mingachang au niveau du ministère de la Justice, et d'ailleurs le ministre de la Justice est ici, qui se charge spécifiquement de suivre ces dossiers qui ont déjà été constitués avec des éléments de preuve. Nous étions à Goma récemment, malheureusement pour enterrer nos compatriotes qui ont été tués à Mugunga. Nous avons d'ailleurs mis du temps, on a dû reporter la date des obsèques parce qu'il fallait nous assurer que nous faisons l'autopsie des corps pour démontrer qu'ils sont morts à l'impact des bombes, des résidus, de la déflagration des bombes qui sont tombées sur le champ. Parce que si nous voulons documenter des faits et présenter des faits devant les cours internationales de manière étayée avec des preuves irréfutables, il était question pour nous de prendre cette précaution en amont. Et donc aujourd'hui, nous, comme gouvernement, nous faisons notre part. En tout cas, pour ce qui concerne les fronts judiciaires, il ne s'agit pas seulement de la reconnaissance des crimes, des génocides, qui est un ciblage d'une communauté spécifique, mais aussi des crimes de guerre. Lorsqu'on attaque des écoles, on bombarde des écoles, lorsqu'on utilise le corps de la femme comme cible ou comme objectif dans des confrontations, mais tout ça, c'est des crimes imprescriptibles et pour lesquels nous avons un comité qui travaille au quotidien. Et donc, chaque fois, sachez que chaque fois que nous avons appris, par exemple, qu'on a tué à Kichiché, nous enregistrons, nous documentons, les volets judiciaires s'en occupent. Et donc, c'est des procédures qui, malheureusement, prennent du temps, mais pour lesquelles nous allons continuer jusqu'à ce que notre pays puisse recouvrer réparation pour les victimes qui ont été touchées et faussées indûment. Alors, sur la deuxième question, c'est une question qui a tout son sens. Que faisons-nous pour préserver des vies? Je pense que, aujourd'hui, pourquoi nous tous nous disons que nous devons soutenir et nous mobiliser autour du président de la République, autour de l'armée, notamment lorsqu'on parle de la campagne Bendele Koyate. Parce que c'est nos militaires qui sont les premiers à assurer la défense du territoire. Vous avez vu l'événement qui nous amène ici, c'était des armées étrangères. Et même ce qui se passe dans l'Est de la RDC actuellement, dans la partie du Grand Nord, c'est des ADF qui viennent de l'Ouganda, ou c'est les M23, en guillemets, le Rwanda déguisé en M23, qui fait que les compatriotes sont tués. C'est pour ça que nous investissons, comme on n'a jamais investi dans la montée en puissance de forces armées, parce que c'est elles qui vont assurer la sécurité du territoire, d'une part, mais aussi la police. Préserver des vies, c'est aussi les questions sociales. Regardez aujourd'hui ce que c'est la gratuité de l'enseignement,
Regardez, c'est que la couverture santé universelle. Et toutes ces questions, c'est des questions sur lesquelles nous nous attelons et pour lesquelles la Première ministre et chef du gouvernement a eu des discussions avec le gouverneur, mais aussi d'autres services de la province orientale pour nous assurer qu'ici aussi, les réponses du gouvernement arrivent. Alors, on va prendre la question de Mme Rachel Kitita. Je rappelle que nous sommes à Kisangani, commune de Makiso. Il est 21h17. Je sais que le journal télévisé de la RTNC devrait commencer à 20h. Peut-être que pour ces briefings spéciaux qui parlent de Kisangani, le journal pourra commencer peu après 20h30. Ça veut dire que nous devons un peu raccourcir nos questions pour permettre aux compatriotes qui sont à Kinshasa mais ailleurs de suivre l'information du journal. Alors, Madame Rachel Kitita, allez-y pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole. Des petites questions. D'abord au directeur général de FONAREV. On parle des morts. Nous sommes à Kisangani. On sait bien qu'il y a 24 ans, la guerre qui opposait les affrontements, on va dire, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, a fait des victimes. Mais ces victimes, on en compte combien? Et ces familles qui doivent bénéficier de la réparation, vous les avez recensées. Combien sont-elles ces personnes qui ont besoin de réparation, qui ont besoin de votre soutien moral, financier pour finalement se sortir de cette situation dans laquelle elles se trouvent? Est-ce que vous avez les nombres, puisque ça nous permet également de nous faire une idée sur ce que représente finalement la gravité de ce qui s'est passé en RDC? On dit plus de 10 millions de morts, mais ici précisément à Kisangani, combien vous en avez recensé et ces familles qui ont besoin de la réparation? Peut-être une question pour la ministre des Droits humains. Célébration du Génocoste ici, on sait que c'est une commémoration qui rassemble toutes les victimes qui sont tombées du fait de l'agression imposée en RDC. Est-ce qu'il y aura des représentants, par exemple, de la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui viendront demain ou de l'Ituri participer à cette commémoration ici à Kisangani, et peut-être leur gouverneur pour accompagner les victimes? Ça, c'est du côté de l'organisation, si vous avez prévu des délégations de ces provinces concernées. Voilà, Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame Kitita. Cette célébration se fait partout dans la République démocratique du Congo, dans chaque province, dans chaque représentation diplomatique à travers le monde. Donc, la question, ce n'était pas d'amener des gens de Kivu, de Kasaï, les amener ici à Kisangani. C'est la commémoration sur toute l'étendue, parce que c'est partout où il y a des morts, des victimes. On a préféré que chaque province puisse célébrer au même moment cette journée. Voilà, vous avez vu à ces propos l'instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a instruit tous les gouverneurs à organiser de messes pour célébrer la journée de demain et les drapeaux seront en berne. J'ai reçu une question tout à l'heure, on me demandait si c'était une journée fériée. Ça ne l'est pas officiellement, mais je crois que c'est une journée de célébration. Nous aurons nos drapeaux en berne et je crois que c'est aussi une journée de communion en mémoire de ceux qui sont morts, mais aussi, surtout pour l'espoir que nous portons pour l'avenir. Alors, Monsieur Kevin, identification, c'est une question très complexe. On sait que vous existez il y a à peine 2 ans, je crois. 2023, effectivement. 2023. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à Madame Rachel Kitita? Alors, ce que je dois dire, c'est qu'on parle de l'identification, bon, pas de recensement, parce que c'est deux procédures différentes. Identification, c'est une procédure qui est très très complexe, parce qu'il faut réunir en tout cas un certain nombre d'éléments et mettre en place un certain nombre de préalables, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le ministre l'a si bien dit que nous existons depuis, en tout cas sur papier, depuis 2022, mais le fonds a été opérationnel depuis 2023. Et si je dois vous donner un ordre d'idée, c'est que sur 45 territoires en République démocratique du Congo, il y a 90 territoires qui ont été touchés par des conflits. Donc, je vous laisse imaginer un peu la conséquence de ce que ça peut causer. Alors, précisément à Kisangani, nous avons entamé ce processus, en tout cas
je ne veux pas dire d'identification, mais déjà de la documentation des faits, parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'avant l'identification, il y a des préalables, notamment la documentation des incidents et la cartographie des conflits. Et c'est ça qui permet justement d'avoir des données qui peuvent corroborer avec les témoignages que peuvent avoir les victimes et assurer une identification beaucoup plus fiable. Donc voilà ce que je peux vous dire présentement. Et surtout que pour Sangani, n'oubliez pas qu'il existe Frivao. Exactement. Il existe Frivao qui s'occupe spécifiquement des victimes de la guerre de 6 jours. Et pour ça, il y a déjà des fonds qui ont été versés par l'Ouganda parce que justement, nous avons été à la Cour internationale de justice et nous avons obtenu gain de cause. On va prendre les 3 dernières questions qui restent. Il y aura une question de M. Oscar Mbal. Nous prendrons la question de M. Serge Sindani et puis des questions, Madame la ministre des Droits humains, vous répondre des questions en Swahili. Il n'y a pas de problème. Et auxquelles vous pourrez répondre à la fin. Mais il faut quand même faire l'équilibre parce que vous prenez plus d'hommes que de femmes. Ah, il paraît qu'il y a plus... Bon, il y a un plaidoyer pour des femmes, alors nous prendrons des femmes. On va essayer d'aller un peu plus vite. Mais M. Mbal, comme vous y êtes, allez-y, s'il vous plaît. Bon, j'ai une petite question à poser au FONAREV. Je me présente. Je me nomme Oscar Mbal Kaïj. Je suis directeur des informations TV à la RTNC. J'ai une toute petite question parce que le ministre d'État, ministre de la Justice, lors de sa récente sortie médiatique ici à Kisangani, il a dit que Frivao, qui était chargé de récolter les fonds d'indemnisation de la part de l'Ouganda, en a reçu 2 tranches. La 3e tranche sera au mois de septembre. Il y a eu des opérations de décaissement, des opérations irrégulières, d'après le ministre d'État de la Justice. Ma question, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a suffisamment de fonds pour indemniser toutes ces victimes, même si on n'en connaît pas encore les nombres? Est-ce qu'il y a suffisamment de fonds? Est-ce que ces opérations irrégulières n'ont-elles pas entaché le contenu de la caisse? Merci. Bon, alors, il faut faire attention. Frivao et FONAREV, ce n'est pas la même chose. Encore que sur la question des Frivao, le ministre de la Justice est en train de gratter là-dessus pour savoir ce qu'il en était. Mais je crois savoir qu'il y a les fonds qui ont été versés, les 2 annuités qui ont été versées par l'Ouganda sont encore logés dans les comptes de la banque. Peut-être qu'il y avait un problème de management ou des animateurs, mais toujours est-il que les fonds sont disponibles et c'est les fonds qui n'ont pas été mobilisés par la Frivao. C'est des fonds que le gouvernement a recouvrés au terme d'une procédure judiciaire. Je pense que cela doit être clair. Mais je pense que pour être alors plus clair pour ce qui concerne le FONAREV, quel est le mécanisme du financement du FONAREV? Parce que l'argent, on n'en aura jamais suffisamment. Alors quel est le mécanisme de financement du FONAREV? C'est la loi qui le dit. Alors pour financer l'action du FONAREV, il y a un certain nombre de mécanismes de financement, mais le plus important, si je puis le dire, c'est la redevance minière. Pourquoi la redevance minière? Et je tiens à le préciser aujourd'hui parce qu'on l'a dit, génocoste, génocide pour des gains économiques, et l'exploitation minière a fait beaucoup de dégâts. Je ne veux pas rentrer dans les détails, nous savons tous. Et l'idée, c'était que ceux qui étaient à l'origine du conflit puissent participer, en tout cas, à la réparation. C'est-à-dire que nous passions, j'aime bien le dire, des minerais du sang aux minerais de l'espoir, aux minerais de la réparation. Donc c'est cela. Et puis il y a d'autres formes de sources de financement. Il y a également le crédit carbone, il y a également un pourcentage qu'on tire sur les assurances, mais qui n'ont pas encore été vraiment activées. Il y a également une dotation de l'État. Mais alors, est-ce que, parce que ça peut donner l'impression que c'est beaucoup d'argent, effectivement c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que donner 1 000 $ à une victime, c'est beaucoup d'argent? Peut-être. Mais alors donner 1 000 $ à 10 millions de victimes, je vous laisse imaginer si le budget de notre cher beau pays... C'est 10 milliards de dollars. Exactement. Voilà. Je vous laisse répondre à la question. Voilà, alors on va prendre spécialement les questions des dames. On va en prendre 2. Madame Doudou Ndombe, je vois, et on prendra alors peut-être 3. 3 femmes rapidement. Alors Madame Doudou, Madame s'il vous plaît, et Madame derrière avancez vers les micros. Comme ça, vous vous présentez, vous dites le nom de vos médias respectifs et vous posez vos questions.
Et on reviendra sur les 2-3 questions dans les langues pour terminer cet exercice. Bonsoir, je suis Doudou Ndombe Moseka de la Fondation Hirondelle. Je venais d'atterrir à l'aéroport de Bangboka. Là déjà il y a une erreur, si on peut corriger, c'est pas Bangoka, c'est Bangboka. Parce que je suis originaire de la Chopo. Il faut dire voilà, au gouvernement. Monsieur le ministre, le monde entier nous observe. Déjà, félicitations au gouvernement parce qu'on sent que les choses commencent à bouger. Et petit à petit, on parle de la RDC, surtout en ce qui concerne les massacres qui sont commis en territoire congolais. Mais seulement, ma première question, c'est d'abord au DG de Fonarev de nous dire c'est quoi les liens entre les Fonarev et Frivao. Est-ce que vous avez une mainmise sur Frivao ou pas? C'est la première question parce que on sent que c'est depuis 2000 que les choses, que ces massacres a eu lieu à Kisangani et ça ne s'organise toujours pas. Les victimes n'ont toujours pas gain de cause. On parle de détournements à gauche et à droite. Finalement, ça risque d'être une honte parce qu'on a exigé réparation. L'Ouganda a accepté, bien que le Rwanda n'a pas accepté. L'Ouganda au moins paye. Mais les Congolais, pour que donner le nécessaire aux gens qui ont été victimes, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça tarde? Pourquoi cette mauvaise volonté autour de cette question? Merci. Voilà, on prend les questions en série, on va y répondre à la fin. Bonsoir, monsieur le ministre. J'ai une question pour le directeur. C'est comment votre nom, madame, s'il vous plaît? Pascaline Bayo, pour le compte de Face Télévision. Allez-y. J'ai une question pour le directeur général du Fonarev. Aujourd'hui, j'ai eu à faire une interview avec un monsieur qui a survécu dans cette guerre de 6 jours, mais ce monsieur a un problème de santé. Et il me dit, madame, depuis j'essaie de voir les autorités, il n'y a pas moyen. J'ai demandé au directeur, qu'est-ce que vous réservez pour des personnes survécues, mais sur le plan sanitaire? Voilà, la dernière question de la série de 3. Merci, monsieur le ministre de la Communication. Comme nous sommes avancer un peu du micro, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme nous sommes en train de parler Génocoste, et là nous sommes précisément dans la province de la Chuapa. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom c'est Sarah Kaja. Comme nous sommes dans la province de la Chopo, et là nous avons eu une guerre de 6 jours. Et nous avons nos frères et sœurs qui ont été enterrés. Je crois, j'ai oublié le nom du cimetière. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de visiter le cimetière, mais je me suis rendu compte qu'il y a une maison qui est construite. On est en train de construire une maison. Parlons de nos frères. Nous sommes en train de commémorer leur mémoire et voir dans un cimetière, on est en train de construire des maisons. Vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Comment expliquer cela? Voilà, madame, écoutez, sur cette question, peut-être qu'il faudrait poser la question au gouverneur. Il est plus outillé pour y répondre, je pense. Mais ici, le directeur général pourra dire un mot sur ce qui s'organise de ce côté-là. Mais nous tous, nous devons avoir, c'est pas seulement un problème qu'on rencontre ici à Kisangani, mais de manière générale, même à Kinshasa, il y a des gens qui construisent autour de cimetières. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet, je ne saurais pas m'étendre. Alors, sur la question de madame Pascaline, je crois que le directeur y répondra, mais sur la question de madame Doudou, c'est ce qu'on disait, il ne faut pas confondre Frivao et Fonarev. C'est peut-être les mêmes objectifs, mais c'est deux structures qui sont, deux établissements qui sont totalement différents. Même si dans la mission, il y a des missions qui peuvent s'y recouper. Et sur la question du Frivao, justement, c'est le gouvernement qui a initié une procédure en justice et qui a abouti. Et parce que nous savions qu'on devait recevoir le fonds d'indemnisation de l'Ouganda, l'établissement public qui s'appelle Frivao a été créé, je pense par décret, nous l'avons adopté en Conseil de ministres. Je me souviens que c'est la ministre d'État, ministre de la Justice qui avait présenté. Il y a des mandataires qui ont été désignés pour faire le travail. Il y a des fonds qui ont été versés. En tout cas, d'après
les rapports de l'inspection générale des finances, ces fonds n'ont pas bougé de la banque. Bon, il faut savoir comprendre pourquoi ils existent depuis autant d'années, autant de mois, pourquoi ils n'ont pas opéré. Je pense que mon collègue de la justice est en train de gratter là-dessus, mais ce serait de mon point de vue prématuré d'aller directement, parce que les détournements, il faut établir qu'il y a eu détournement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à retracer les fonds, comment ils ont arrivé, si les fonds ont été sortis, comment ils ont été répartis. Et de ces points de vue, il faut toujours avoir une certaine précaution, parce que si vous dites qu'ils ont détourné, qu'ils n'ont pas été, vous aurez lésé des carrières et des personnalités. Donc comptez sur nous pour être sûr que nous fouinons davantage pour s'assurer ce qui a été fait, parce qu'il est urgent justement de réparer pour ceux qui ont été touchés. Alors, je me tourne de votre côté sur la question de Madame Pascaline. Sur la prise en charge ou bien sur le FRIVAO? Bon, je vais répondre à allez-y, cette s'il question. vous plaît. Alors, le FRIVAO n'est pas égal le FONAREV, parce que le FRIVAO est un établissement public qui a comme ministre de tutelle le ministre de la Justice, et le FONAREV a comme ministre de tutelle la ministre des Droits humains. Et également, les mandats ne sont pas identiques. Les victimes, le FRIVAO s'occupe de l'indemnisation des victimes de la guerre de l'Ouganda et du Rwanda, et je pense qu'ils doivent s'occuper spécifiquement des victimes de l'Ouganda, alors que nous nous occupons des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et autre chose, si je ne m'abuse également, le mandat du FRIVAO est limité dans le temps, et le mandat du FONAREV n'est pas limité dans le temps. La prise en charge débute depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à, bon, je n'aimerais pas dire jusqu'au futur, parce que mon souhait est que les conflits s'arrêtent à un moment donné, mais la prise en charge va se poursuivre. Donc voilà ce que je peux dire. Est-ce que j'ai la main mise sur le FRIVAO? Non, pas du tout. Je n'aimerais pas m'attribuer des compétences qui ne sont pas les miennes. Donc le FONAREV n'a pas une main mise sur le FRIVAO. Et puis sur la question de la prise en charge, effectivement, le FONAREV a vocation à prendre en charge les victimes qui ont des problèmes de santé. Mais seulement, comme je le disais, ça doit suivre un processus. Et le processus doit commencer déjà par l'identification, parce qu'effectivement, on peut avoir une victime, mais une victime de violence sexuelle, mais une victime de violence sexuelle qui n'est pas dont la violence sexuelle n'est pas liée forcément au conflit, ne sera malheureusement pas prise en charge par le FONAREV. Donc je ne peux pas vous dire est-ce que nous allons prendre en charge cette victime ou pas, parce que je ne l'ai pas encore identifiée, je ne connais pas son histoire, même si les symptômes qu'elle peut présenter soient des symptômes classiques d'une violation de droits humains. Et puis, en ce qui concerne la maison dans le cimetière, je pense que l'excellence, le ministre Mouyaya a déjà répondu. Et je pense que dès demain, on en saura un peu plus de l'aménagement du cimetière. Donc je garde un peu le mystère. Voilà, merci. On va prendre les dernières questions en lingala et en swahili, parce que l'événement de demain, c'est l'événement de tout le monde. Alors, je vais demander à M. Koimatima d'avancer, à M. Mbele Chichinois d'avancer et à M. Sindani d'avancer pour la dernière question. Allez-y, s'il vous plaît. Excellence na tondi obotondi ngai nkoi patimba mwana somi ya République démocratique du Congo liboso na bino banso mutuna mangai mwa liboso mozali boye nao yetali bokomi bwatata mokonzi na kati ya ville ya Kisangani na province ya Chopo biso banso toyokaki pe tosepelaki bana ya Kisangani mitune ebele bazali kotuna pona nini tata yete ezalo kula tata akendeki mosala kozonga te mitune miso epa ya mama papa azali wa pa ko ya te pona nini tolingi toyeba na bosembo pona nini papa mokonzi aye na Kisangani te epa bana boyoma bazali kozela ye ya mibale ezali kambo ya bande ko babiso ba est po génocide ezali kaka na Kisangani te na est pe ezalaki mais kuna message tope dilobani bokotindela bango pote bango pe basangani na biso na oyo nyonso tozali kosala awa ya misato ezali ya suka bikambo ya génocide na ville ya Kisangani guerre ya 6 jours ya mikolo motoba na Kisangani bato bakufaki bato bango te lelo bafutamaka te soki bafutamaka babandi kofutama to pe bakofutama to pe bakofutama te yango tolingi toyeba excellence na tondi ya botonti. Merci beaucoup na motuna nayo motuna ya ndeko Sindani, allez-y.
Merci, Serge Sindani pour les comptes de Politico.cd. Excellence, vous m'aviez déjà annoncé, mais je ne suis pas dans les côtés des langues. Excellence, nul ne l'ignore, ou peut-être vous le connaissez. Génocos, c'est une initiative à base citoyenne qui a commencé en Europe, notamment avec l'association CAIP. Est-ce que demain, il y a des initiatives citoyennes qui sont organisées par ces mouvements citoyens. Pourquoi vous ne les avez pas impliqués? Pourquoi vous impliquez pas dans vos activités de demain? Je crois que cette question, on y a déjà donné la réponse. Il y a évidemment, la célébration, elle est nationale. Le VPM intérieur a dit que toutes les provinces devraient s'organiser. On mettrait les drapeaux en berne partout et il y a une organisation officielle qui est ici à Kisangani. Évidemment, je ne suis pas dans les détails organisationnels. Peut-être que certains auraient voulu être associés dans les préparatifs. Je ne sais pas comment cela a fonctionné. Mais au moins, il faut considérer que le plus important, c'est de marquer le moment en se souvenant de nos morts. Peut-être qu'il n'y aura jamais d'organisation parfaite où tout le monde peut mettre sa main, mais il faut considérer que l'objectif principal, c'est la commémoration, c'est celui-là, c'est l'instant contre l'oubli et c'est l'instant de l'engagement. Peut-être qu'alors, lorsqu'il prendra la parole, il pourra me compléter encore à ses propos, le directeur général du FONAREF. Alors, Mbelechi, pour votre question en Swahili. Merci, je m'appelle Mbelechi Msos, je suis correspondant de la BBC. Monsieur le ministre, il y a une confusion. Les gens pensent que le 2 août sera dès demain une journée fériée. Alors ma question, je la pose à Madame Chantal. Vous avez ujumbe gani unaoleo kwa raia ambao ni waathirika wa genocide na ambao kwa sasa wengi wanasema kwamba hawapate msaada, hususan hapa Kisangani ambao wanasema kwamba wanaendelea, nyumba zao zilibomolewa, kuna wagonjwa ambao hadi sasa wanaendelea kujitunzisha wenyewe. Asante. Allez-y. Merci pour la question, Mbelechi. Je voudrais quand même compléter mon collègue par rapport à la question de votre précédent. Monsieur Sindani. Monsieur Sindani. S'il y a des gens qui pensent qu'on les a exclus, nous sommes encore là. L'activité, ça se passera demain. Ils peuvent encore venir vers nous pour voir comment les intégrer. Voilà. Kwa kujibia kwa Swahili, munajua kama vita inafanya miaka 13, lakini hatuyafanya sisi kupouvoir, hatuyafanya miaka 10 hata miaka 8 hata miaka 7, lakini kwa leo ni sisi tunakuya tunaleta genocoste ijulikane dunia yote. Kwa leo watu wengi walishaanza jua kama kulikuwa genocide Mkongo. Kuko wakati tulikuwa tunaweza ambia watu juu ya genocoste, banakatala, wanasema ni bongo. Lakini leo kufatana na nguvu ya rais wetu Felix Antoine Tshisekedi, kila siku kuwakumbusha na kuonesha wazi maneno inayotendekana katika Kongo, watu wanaanza kuja. Tutazika watu 200 Goma. Communauté internationale yote tuliita mke muone. Na kesho kuko wenye watakuya hapa. Tuko nagombanisha na nguvu zote zenye tuko nazo ili jibu ipate patikana. Vita iishe, tupate maendeleo, tupate kimya hapa kwetu Kongo. Voilà, merci. Alors, Papa Koibatimba, olobi papa était. Papa Azali, biso tozali. Maman première ministre Azali. Papa Azali na biso na molimo. Kana mosuninda Azali na biso tepo. Bomonaki cabinet à président basala qui communiqué le mokolobi. O balobi mokondi azalaki na rendez-vous médical moko kolandela oyo azalaki kosala awa na ba médecin na Kanchach. Donc je crois que l'air mokondi makambo wana nyonso kosila ezanzoto l'air akozonga destination na ye kozala awa bana Kisangani bakosepela ezanetika bayambi papa bayambi malami bale awa na Kisangani tozali na première ministre mais tozali na 16 membres
ya gouvernement. Eza kolakisa motuya nini o biso toza kopesa na milulu alobi. Parce que milulu alobi eza kaka te kokanisa bao bawaki na bao ba survivaki. Milulu alobi eza kosangana biso nyonso ba congolais. Tomi lobela oyo elekaki lobi eleka lisusu te. Peto sangana biso nyonso na sima ya papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poto loba plus jamais ça. Non seulement plus jamais ça, mais peto telema na sima mapinga. Parce que baoyo baboma na Congo, bao bayiba na Congo, oto saleli maloba, oto saleli célébration to bengi Génocoste, baza ko continuer na ba aventure na bango. Et yano ya motuya oto koki ko pesa bango. Eza d'abord yano ya bomoko. Biso nyonso lisanga to sangani na sima mapinga na biso poto silisa bitumba wana pe tozala sûr que bitumba l'air esili to chepe o ya biso basoda na ndinga ninga ba frontière wana nyonso pona ko contraindre ba dongolo miso ba ko iba na Congo te na makambo to lobi Génocoste lobi pe makambo ya économie bolandi makambo ndeko Kevin na lobi awa génocide cost les en anglais ba lo rapé coup ba wana ba ya ko boma ba congolais pona ko iba. C'est pour ça que même na mode ya financement o ya Génocoste tozo a mongo moko na ba recette o ebimaka na ba mine po batu ba bomela ba congolais po na ba mine siko ba mine wana tozo sale lango po na ko réparer ba o nyonso bazaki victime ba o nyonso bakufa likolo ya musala ba dongolo miso. Je crois que le message ya mutuya o biso nyonso photos za nango po na makambu ya lobi eza message ya unité autour ya papa Mokonzi Mboka ba messe ko salama na ba ville nyonso bao bakoki bakende na ba messe ba drapeau ko za Lambert na binenga ko lobango na lingala to ko limbola ba voilà drapeau ko za la kokita katikati po biso nyonso to za na mémoire to pe souvenir wana. Voilà, est-ce que il y a un petit mot ou un petit complément pour terminer? Alors un petit mot, c'est que j'aimerais inviter tous les Congolais à avoir une pensée vis-à-vis de nos frères et nos sœurs qui périssent et qui souffrent nuit et jour. Nous avons, moi j'ai eu, je n'appellerai pas ça le privilège, mais de visiter des camps de déplacés, que ce soit à Goma et même ici à Kisangani, et je peux voir la tristesse dans le regard de mes frères et sœurs. Et ce que je peux dire, c'est que nous devons nous placer du côté des victimes et des survivants. Mais j'aimerais également adresser un message aux victimes et aux survivants, comme nous aimons à le dire et le ministre l'a rappelé, plus jamais seul parce que désormais l'État congolais dans son ensemble, et quand je parle de l'État congolais, je vois également le Parlement, parce que c'est le Parlement qui a adopté cette loi. Quand je parle de l'État congolais, je parle du gouvernement, parce que c'est le gouvernement, c'est par un décret que le FONAREV a vu le jour. Quand je parle de l'État congolais, je vois effectivement le chef de l'État, parce que c'est lui qui a été porteur de la vision, ainsi que son épouse, qui a fait un plaidoyer remarquable. Et quand je parle de l'État congolais, je parle effectivement du FONAREV, qui est l'instrument qui a été mis en place pour accompagner les victimes dans leur réparation, mais également accompagner les communautés qui ont été touchées dans leur relèvement. Donc, plus jamais seul. Merci. Voilà, vous faites d'ailleurs très bien de mentionner la Première Dame. Je pense que cette initiative, c'est une initiative qu'elle a particulièrement portée. Exactement. Et nous devons donc reconnaître son leadership dans ces questions et même dans les suivis du travail que vous faites dans les cas de la réparation. Madame la ministre, je me tourne de votre côté. On termine cet exercice. Vous aviez dit tout à l'heure que les amis de la société civile qui ne se sont pas sentis impliqués, vous êtes encore disponibles. Mais qu'est-ce qui peut être le mot que vous pouvez adresser aux Congolais, pas seulement ici à Kisangani, pas seulement à Goma, pas seulement à Calais, pas seulement à Kinshasa, pas seulement à Dilolo, pas seulement à Kasumbalesa, pas seulement à Gungu ou pas seulement à Songololo. Et l'Okonini que vous pouvez dire aux Congolais, Kitukani, hein? Congolais Léo Njoakesho. Comme vous avez dit ça en 3 langues, donc je dois pouvoir répondre en 3 langues. Libre à vous. Je n'ai que 2 choses. La première chose, c'est de tenir debout, être fort, très fort. Parce que l'arme d'ennemi, c'est pour nous fléchir, pour nous affaiblir.
Nous devons tenir bon derrière nos forces armées et leur faire confiance. La deuxième, la solidarité. Nos frères et sœurs qui ont perdu leur maison, il faut les prendre en famille d'accueil. Il faut partager avec eux. Ça fait du mal quand vous voyez des gens dans la rue et pourtant il y a à côté quelqu'un qui a 2 chambres, 3 chambres avec un enfant dans la chambre pendant qu'il y a des milliers de gens qui sont dans la rue qui manquent de logement. La solidarité. En Swahili, vous avez dit que vous allez faire en 3 langues. Alors spécialement pour terminer cet exercice, je sais qu'au FONAREF, il y a un geste, Madame la Ministre, je vois qu'on fait comme ça, plus jamais seul. Stop. Et on va terminer sur cette note. Plus jamais seul. Plus jamais seul. C'est ça, Kevin? On va stopper la banalisation. Voilà. On va stopper les crimes. Plus jamais seul. C'est ça. Continue. On va stopper. On va stopper les massacres. On va stopper le génocide. Et on va nous mettre ensemble autour du président de la République et du gouvernement pour élever la République démocratique du Congo. Je suis content que les journalistes fassent ces gestes. C'est la preuve que vous êtes d'abord des Congolais. Et j'espère que ceux qui nous suivent à la maison et ceux qui sont demain, nous tous nous arborerons ces gestes pour que plus jamais ça ne se reproduise en RDC, pour que nous soyons plus jamais seuls. Merci et bonne soirée chez vous. Accent Tisana, Boyoma, Tanana, Kesho. Merci beaucoup. Merci.